On termine avec Sophie de Kermingui, c'est notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Sophie, vous êtes avocate et membre du Cercle de la donnée. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une amorce de changement avec ce Data for Green et Green for Data. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que vous entendez par Data for Green? Alors tout d'abord, comme on aime le rappeler au sein du Cercle de la donnée numérique n'est pas virtuelle. De ce fait, sa production et sa consommation ont un impact bien réel et voire négatif sur l'environnement, depuis l'extraction du minerai qui sert à créer votre téléphone jusqu'à sa conservation dans les data centers. Mais la donnée numérique peut aussi être au service de la protection de cet environnement. Alors justement, ce que nous on appelle dans l'étude le Data for Green, ce sont toutes les solutions qui sont basées sur l'IA ou plus largement sur le traitement de données qui ont pour finalité justement une visée environnementale. Alors, 2 exemples concrets pour illustrer mon propos. Par exemple, dans le milieu urbain, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent d'optimiser et de fluidifier les flux de transport. Et dans le milieu rural, on a aujourd'hui aussi des outils qui permettent de réduire drastiquement l'utilisation des pesticides. Alors, en fait, ces solutions, c'est très bien qu'elles existent, mais parfois, elles peuvent présenter quand même des écueils. Alors justement, quels sont ces écueils, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de technologies qui fleurissent au service justement des objectifs environnementaux? Quels sont ces écueils? Alors, dans l'étude du Cercle de la donnée, on a identifié 3 écueils principaux. Le premier est le technosolutionnisme. C'est un terme qu'on entend souvent maintenant. C'est le fait que le Data for Green, en fait, ne doit pas être présenté comme la solution magique pour réduire l'empreinte environnementale des êtres humains. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, avec une telle approche, en fait, on évite de traiter réellement les causes des problèmes écologiques. On traite plutôt les conséquences. Dans le milieu de l'agriculture, le fait de réduire l'utilisation des pesticides, c'est très vertueux. Donc, c'est basé sur l'IA et donc c'est très bien en soi. Mais il ne faut pas oublier que, en réalité, c'est le principe même du recours aux pesticides qui devrait être réinterrogé. En fait, voilà. Deuxièmement, on a identifié aussi qu'il y a une certaine absence de mutualisation de la collecte des données brutes qui sont utilisées par ces entreprises de la green tech et parfois qui sont similaires. Alors ça peut être problématique quand on sait qu'aujourd'hui le taux de croissance annuel du stockage de données est de l'ordre de 36%. Et c'est qu'on pourrait s'inspirer, c'est ce qu'on se dit, du modèle des coopératives dans le monde agricole afin de créer en fait un effet de levier par la mutualisation et de renforcer la compétitivité de ces entreprises. Et donc le troisième écueil qu'on a identifié, c'est l'effet rebond. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet rebond appliqué aux nouvelles technologies? C'est en fait lorsque les gains énergétiques apportés par une innovation vont être fortement réduits, voire annulés par l'utilisation croissante de cette innovation. Alors, pour prendre un exemple concret, c'est par exemple si vous remplacez votre déplacement en voiture par une conférence, une réunion en visioconférence, mais que tout le reste de la journée, vous appelez vos collègues en visio plutôt que juste de leur téléphoner ou de passer les voir dans leur bureau. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous entendez par Green for Data? Alors, le Green for Data, c'est une approche plus large. En définitive, en fait, c'est le fait de changer de paradigme, donc de passer en fait d'un soutien sans faille à une innovation effrénée à une innovation en fait plus responsable et raisonnée. Donc, plus précisément, ce qu'on entend nous dans l'étude par Green Data, c'est le fait de concilier l'innovation avec tous les avantages indéniables qu'elle présente, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, donc l'efficacité, le confort, la rentabilité, avec son impact environnemental et sociétal, c'est-à-dire sa sobriété. D'autres manières d'atteindre cet objectif? Oui, alors je serai assez brève du coup sur les solutions un peu qu'on propose, qu'elles seront détaillées par d'autres membres du Cercle de la donnée dans les prochains passages du Cercle que je vous invite à regarder. Alors premièrement, c'est le volet éducatif à destination des particuliers et des entreprises qui devraient notamment être plus conscientes de la nécessité de supprimer leurs données obsolètes parce que ça nécessite beaucoup de stockage. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le RGPD en fait prévoit déjà des obligations de suppression des données qui sont souvent mal appliquées. Alors, deuxièmement, ça concerne les usagers des outils technologiques. On considère qu'une analyse d'impact environnemental devrait être réalisée avant l'utilisation de tout nouvel outil numérique en entreprise.
privés ou publics. Troisièmement. Et troisièmement, voilà, c'est sans doute un des plus importants qu'on propose, c'est concernant les fournisseurs. Les obligations en matière d'éco-conception devraient être beaucoup plus fermes parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des recommandations qu'on a. Et à terme, on considère qu'il serait nécessaire d'obliger chaque fournisseur, en fait, d'un service numérique à évaluer la dette écologique de son service pour être autorisé à le mettre en accès sur le marché européen. Par exemple, il serait intéressant de mesurer la dette écologique d'un service qui permet de déclencher à distance le chauffage dans votre véhicule. Merci beaucoup. Sophie de Kermenguy était avec nous, avocate et membre du Cercle de la Donnée. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité.